Bonjour à tous. Dans ce tout premier podcast de Matière à réflexion, j'aimerais vous partager un livre de la sociologue Eva Illouz, intitulé La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain. Yo, and I don't even know what love is, cause it could be the most beautiful thing or just a dumb twist. Wish I had someone to tongue kiss, get a crib with, raise kids with, have fun with. Supposer la fin de l'amour, c'est affirmer en même temps que l'amour aurait eu un début. Mais quand a-t-il commencé ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'amour est apparu en même temps que l'humanité. Les hommes ont toujours entretenu des liens affectifs, amoureux, partager des relations intimes. Il est impossible de dater ou de situer l'apparition de l'amour, car il est intrinsèque aux hommes. Ce sentiment universel relèverait de notre nature d'être humain. Le constat consistant à affirmer la fin de l'amour serait ruineux, et peut-être même excessif. Car au final, la définition du couple, la façon de mener une relation, la manière de s'aimer, de s'appréhender, de s'apprivoiser, l'image du corps et bien plus, constitue un ensemble de codes et de modèles sociaux dépendant des époques dans lesquelles nous nous trouvons. Il serait absurde d'affirmer la fin de l'amour en tant que fin d'un sentiment universel, partagé par tous depuis les débuts de l'humanité. Mais il est possible que la fin de l'amour ne consiste pas en la fin d'une entité universelle, traversant l'espace et les époques, mais bien en la fin d'un modèle rétrograde, appartenant au temps de nos arrière-grands-parents. Ce n'est pas l'amour avec un grand A qui serait la cible de cette proposition, mais bien plutôt l'amour comme particularité d'une époque révolue. En effet, notre époque moderne a complètement redéfini les contours du modèle amoureux. On comprend dès lors que chaque génération redéfinit les codes ayant été déterminés auparavant par les précédentes. Mais notre époque a-t-elle seulement laissé de côté des codes culturels relevant de la coutume ? N'a-t-elle pas aussi laissé de côté une certaine forme d'amour avec un grand A ? L'amour romantique, l'amour inconditionnel, ou encore l'amour platonique ? Il ne s'agirait plus dans ce cas de la mise de côté d'un modèle amoureux rétrograde, mais bien de l'abandon de formes d'amours idéales. Eva Illouz affirme dans cet ouvrage avoir essayé d'éviter deux écueils. D'une part, la défense d'une position conservatrice, allant à l'encontre de la liberté sexuelle. Et d'autre part, l'approche libertarienne, selon laquelle la liberté l'emporterait sur toute autre forme de valeur. Sa démarche consiste en une exploration sociologique de la notion de liberté émotionnelle et sexuelle, en examinant ses conséquences sur les rapports sociaux. Elle considère ce livre comme une ethnographie de l'hétérosexualité contemporaine, qui en tant qu'institution sociale a été soumise aux pressions à la fois émancipatrices et réactionnaires, modernes et traditionnelles, subjectives et réflexives, des forces capitalistes, consuméristes et technologiques de notre société. Elle se demande quels mécanismes culturels et émotionnels, volontaires et involontaires, poussent les individus aujourd'hui à modifier, défaire, retarder et éviter les relations. Elle cherche à savoir comment le capitalisme a détrôné la liberté sexuelle pour se l'approprier, et elle examine son implication dans l'instabilité et dans la volatilité des relations sexuelles et amoureuses. Quelle est donc cette étrange culture occidentale dans laquelle on évite de tomber amoureux, où l'on cesse de s'aimer, où l'on devient indifférent à celui ou à celle qui nous tenait éveillés la nuit, où l'on se met à fuir ceux qui nous charmaient il y a quelques mois, voire quelques heures auparavant. Nous serions aujourd'hui dans ce qu'elle appelle le non-amour, qui selon elle manque d'une structure narrative claire. Ce livre est avant tout une enquête sociologique sur le non-amour, bien plus qu'un plaidoyer en faveur d'un retour aux normes conservatrices et d'une critique de la liberté sexuelle telle qu'elle se manifeste aujourd'hui. Le non-amour constitue un terrain privilégié pour comprendre comment est en train de se créer, au croisement du capitalisme,
de la sexualité, des rapports entre les sexes et de la technologie, de nouvelles formes de non-sociabilité. Ce sont toujours les mêmes thématiques qui ressurgissent au sein des conversations qui nous environnent. Celles-ci transcendent la singularité de ceux qui les racontent. Toujours les mêmes questions sans réponse qu'on se pose à soi-même ou à autrui. Pourquoi ai-je autant de difficultés à nouer ou à entretenir des relations intimes et amoureuses ? Cette relation me nuit-elle ou est-elle bonne pour moi ? Pour Eva Illouz, le point commun à toutes ces questions, c'est bien l'existence d'une incertitude vive et persistante concernant nos relations et apparaissant comme insoluble. Mais l'incertitude pour Eva Illouz n'est pas seulement le résultat de la psyché d'une nature humaine complexe. Elle peut aussi trouver ses causes de l'extérieur. L'individu ne constitue plus la seule cause de son incertitude. Les causes peuvent être extérieures, issues de l'environnement dans lequel il s'inscrit. C'est ainsi que l'incertitude affective, qui règne dans les domaines de la romance, du sexe, de l'amour, est d'un point de vue sociologique la conséquence directe de l'incorporation, de l'idéologie du choix individuel, du marché de la consommation, de l'industrie thérapeutique et de la technologie de l'Internet dans ces domaines. L'incertitude affectant les relations relèverait dès lors du domaine sociologique. Nous nous trouvons dans l'ère de l'incertitude généralisée des relations. S'est produit l'émergence d'un nouvel ordre culturel et affectif. Il y a eu un renversement des valeurs. La volonté de l'individu n'étant plus perçue et considérée comme l'affirmation de sa capacité à réguler ses désirs, mais inversement, comme une capacité à agir selon leurs injonctions. Un désir comme moteur poussant l'homme à se projeter vers l'objet de celui-ci, objet correspondant à ses émotions individuelles et répondant à sa volonté propre. Volonté non plus perçue comme capacité de restriction, mais bien comme capacité d'affirmation de soi. Cette volonté se traduit par l'affirmation d'un principe libertarien, de propriété de soi, incluant la liberté d'avoir ses propres sentiments et d'en jouir, la liberté de disposer de son corps, la liberté de choisir ses partenaires sexuels, mais aussi de commencer ou de finir à sa guise une relation. Les hommes comme les femmes sont à l'écoute de leur propre intériorité, définissant le cadre d'une vie sexuelle et affective toujours plus protéiforme et émancipée. La liberté émotionnelle que chacun affirme et revendique est une forme particulière de propriété de soi, dans laquelle les affects guident et justifient la liberté d'avoir un contact physique, des rapports sexuels, avec une personne de son choix. C'est alors que le sujet se réalise de façon pleine et entière dans ses rapports d'intimité. Nous ne sommes plus dans l'ère d'une intimité correspondant à un processus dans lequel deux sujets établissent un contrat et acceptent au préalable un ensemble de clauses, comme cela pouvait être le cas pour le mariage. La liberté sexuelle de nos jours a détruit toute forme de contrat précédant un rapport, une relation. Le contrat serait comme implicite, et parfois même, il est inexistant. Êtes-vous à chaque fois conscient des clauses sur lesquelles repose votre relation ? Le respect, la bienveillance ou le partage sont autant de clauses implicites qui, dans certains cas, ne répondent pas toujours à l'appel. Eva Illouz souligne que l'institutionnalisation de la liberté sexuelle, par le biais de la technologie, de la culture consumériste caractéristique de notre époque, a produit un renversement au sein des relations. Le contenu, le cadre, le but des contrats sexuels et affectifs sont désormais flous et en permanence remis en question par les individus entre eux. Aujourd'hui, nous serions dans ce qu'elle appelle une structure négative des relations, marquée par l'absence de scénarios sociaux stables et prévisibles, vers une sociologie du choix. La sexualité a été investie par les méthodes psychologiques, la technologie et le marché de la consommation. Ces domaines proposent tous un modèle de liberté qui traduit le désir et les relations interpersonnelles en une simple question de choix individuel.
Dans un régime libéral comme le nôtre, le choix est l'expression principale du moi et de notre liberté. Le choix est le trope principal autour duquel s'organise le moi et la volonté. C'est de plus la principale modalité de la subjectivité, dans les domaines de la consommation et de la sexualité. Les choix que nous imposons à nos partenaires font écho à notre propre subjectivité. Et notre volonté est un instrument de notre capacité à choisir. C'est une volonté délibérative, composant avec un monde ayant des airs de marché amoureux. Cette volonté délibérative est le fruit de la culture consumériste et de la technologie. C'est pour cela que l'économie contemporaine du désir apparaît en opposition avec les structures sociales traditionnelles. Dans ce vaste marché amoureux, les rencontres sexuelles sont vécues comme un choix, mais aussi comme une incertitude. Ces relations sont le reflet de ce que Veillez nomme le non-amour. L'arrêt des relations, l'incapacité ou le refus d'entamer une relation, le passage d'une relation à une autre, constituent autant de signes de ce qu'elle appelle le non-amour. Le non-amour est une nouvelle forme de subjectivité où le choix est composé et paradoxal. Il prend une forme positive lorsqu'il traduit le désir de l'individu et une forme négative puisque ce même individu pratique cet art de l'évitement ou celui du rejet réitéré des relations. Il est parfois trop indécis ou ambivalent pour désirer. Le non-amour est alors en même temps une forme de subjectivité, car il reflète ce que nous sommes, comment nous nous comportons, et c'est un processus social. Le choix négatif. Faire un choix négatif apparaît contre-intuitif. En effet, un choix n'est-il pas toujours positif, porté vers quelque chose, un objet ou une personne? Mais cela n'est pas si contradictoire. Le choix négatif, c'est le choix de ne pas choisir. L'homme, en pensant ne pas choisir, ne s'abstient pas de faire un choix. Il choisit quand même. Refuser de faire un choix, ou faire un choix, seraient ainsi deux actions similaires. Nous ne choisissons pas toujours de façon positive. Nous avons d'ailleurs parfois l'illusion de ne pas choisir. En réalité, nous choisissons de ne pas faire un choix. Dans la modernité contemporaine, il est acquis que la sexualité est un choix incontestable. Nous rendons d'ailleurs tout à fait acceptable aujourd'hui le fait que la liberté de chacun consiste dans le droit de ne pas s'engager, ne pas répondre, ne pas faire d'efforts, etc. Pour Eva Illouz, les relations négatives prennent des formes différentes. Elles n'évoluent pas vers une forme sociale stable, mais elles sont plutôt appréciées pour leur caractère éphémère et transitoire. Elles sont pratiquées malgré les pertes et les souffrances qu'elles engendrent. Nous avons tous le droit de s'engager dans une relation. Ici, cela consiste en un choix positif. Et de ne pas s'engager dans une relation. Dans ce cas-là, cela renvoie au choix négatif. Ce non-choix pour Eva Illouz illustre l'avènement d'une nouvelle forme de subjectivité, la subjectivité capitaliste. La dissolution des relations serait en grande partie influencée par ces injonctions à être libre et autonome, à changer et améliorer son moi, à réaliser son potentiel caché, à améliorer, cultiver son plaisir, son apparence, sa santé ou encore sa productivité. Le capitalisme est composé par le marché de la consommation et des loisirs. Il engendre des lieux de rencontre et une offre constante de partenaires sexuels. La technologie d'Internet, comme les sites de rencontres, ont certes permis de faire advenir des millions de relations dans le monde, mais ils ont transformé le sujet en un consommateur de sexe et d'émotions. Avec l'influence massive des nouvelles plateformes technologiques, la liberté crée tellement de possibilités que les conditions affectives et cognitives du choix se trouvent radicalement transformées selon Eva Illouz. La consommation constitue un inconscient de notre sexualité. D'ailleurs, ce rapprochement peut paraître sans rapport direct. Mais détrompez-vous. La consommation a investi intégralement notre inconscient dans la façon de considérer et de mener nos relations sexuelles. Les rencontres sexuelles sont de plus en plus pratiquées dans des lieux associés au loisir et sont devenues une marchandise indirecte, consommée via un ensemble de pratiques et de consommation directes. Bars, salles de danse, salles de sport, restaurants, plages, etc. La sexualité libre
a entièrement redéfini les conceptions du moi et des relations sociales. Le mouvement de libération sexuelle a ainsi produit de multiples transformations au sein de notre sexualité. Le corps a été repris par la consommation marchande et par Internet. Une grande partie d'entre nous menons nos relations à travers l'accumulation d'expériences sexuelles. Les rencontres hétérosexuelles désormais se meuvent dans des directions multiples et qu'on ne peut anticiper. Pour Eva Illouz, ces changements constituent le nouveau terreau de formation des relations hétérosexuelles. Il changeait souvent de femme, car il jugeait qu'il n'y a que la première étreinte qui vaille quelque chose. Il pratiquait à merveille cet art essentiellement moderne, qui consiste à laisser tomber les femmes. Cette citation d'Irène Nemirovsky, que notre sociologue a insérée dans le début du chapitre « Confusion dans le sexe », reflète avec simplicité et dureté à la fois notre drôle d'époque. Cet art essentiellement moderne, consistant à changer de partenaire régulièrement, a été permis par cette libéralisation du sexe. Le plaisir sexuel en tant que tel est pleinement légitime. Nous fondons et justifions notre liberté sexuelle par des droits hédonistes. La liberté sexuelle permet à travers la satisfaction des désirs une affirmation de soi. Elle mettrait en pratique le soi véritable. La forme sociale qui résume le mieux cette transformation de la sexualité, c'est le casual sex. Sexualité occasionnelle ou sans lendemain, radicalement distincte du sexe engagé dans une relation qui est stable. Les sentiments qui sont associés au casual sex correspondent à l'affirmation de soi, à l'autonomie ou encore à l'authenticité. Mais la sexualité libre, encadrée par la culture de consommation et la technologie, elle est complexe. En même temps de permettre aux individus d'éprouver une certaine confiance, elle a aussi des répercussions sur la structure des relations et crée des formes d'incertitude qui imprègnent les relations négatives. Ne plus se souvenir du prénom de notre partenaire d'un soir, ou bien de ne l'avoir jamais vraiment su, paraît être quelque chose de banal aujourd'hui. La conséquence en est une désingularisation de notre partenaire sexuel. Ce type de sexualité instaure une déconnexion entre le corps et l'individu. Le corps est considéré comme une source autonome de plaisir en tant que pure matérialité. Abondance et interchangeabilité des partenaires sont les deux modes opératoires d'une sexualité libre, gouvernée par le non-choix. Incertitude. L'incertitude pour Eva Illouz tient au fait que les raisons d'une interaction ne sont pas d'emblée acquises. Nous nous trouvons dans une situation ouverte dans laquelle nous sommes toujours à la recherche d'un peu plus de clarté. Il existe aujourd'hui une démultiplication de relations intermédiaires, protéiformes et composées. Sex-friend, plan cul, couple, coup d'un soir. Autant d'étiquettes ne correspondant pas toujours à ce que nous sommes en train de vivre. Pourtant, dans tous les autres domaines, nommer la relation apparaît comme élémentaire. Collègues, amis, inconnus, etc. Les relations sexuelles, elles, manquent parfois de symétrie et sont remplies de confusion. Pas de projection dans le futur, seulement de l'instantanéité, de la spontanéité. On estime à tort que la simplicité des règles d'une relation se trouve du côté du rapport sexuel, et non pas du côté du rapport affectif, qui lui semble complexe et parfois difficile à saisir. Mais ne serait-ce pas plutôt l'inverse ? La manière dont nous menons nos rapports sexuels en dit long sur notre conception du temps pour Eva Illouz. Cela tient à la nature du plaisir de la sexualité sans lendemain. Il est instantané et l'échange social déconnecté de l'avenir. C'est en cela que le sexe sans lendemain est différent des relations traditionnelles, qui elles reposent par convention sur une réciprocité, une forme de narrativité. Les individus se permettent d'avoir des attentes et des projections dans le futur. Ce sont des signes caractéristiques de ce qui marque une différence entre ces deux types de relations. Là où il y a projection, idéal de réciprocité parfaite, ou encore narrativité, apparaît une relation dite sérieuse. L'incertitude et la socialité négative. Le terme négatif n'est pas employé ici en un sens péjoratif. Pour Eva Illouz, il ne s'agit pas d'émettre un jugement de valeur sur ces formes de relations. Ici, on s'exclut du champ moral pour effectuer une critique sociologique. Il n'y a ni bien ni mal,
juste une réalité sociologique. Le sens attribué au terme négatif signifie pour elle que le sujet ne veut pas de relation ou est incapable d'en former en raison de la structure de son désir. Désir ne pouvant jamais être contenté, rassasié, de par l'objet vers lequel il se porte. Il doit toujours être réactualisé par une nouvelle personne. Eva Illouz considère que le lien négatif est un lien dans lequel on ne cherche pas à trouver, à connaître ou encore à conquérir la subjectivité de l'autre, car cela constituerait sûrement une entreprise trop complexe et prenante. C'est l'autre qui me permet d'affirmer une autonomie propre, mais il ne constitue pas toujours l'objet d'une reconnaissance pleine et entière. Entretenir des relations négatives ne veut pas forcément dire qu'on renonce au sexe et à l'amour, en raison d'une injonction extérieure. Et cela ne fait pas non plus de notre désir un désir qui est vide. La relation négative est une relation avec des objectifs flous, non définis. Elle n'est pas encadrée par de principes préétablis d'engagement ou de désengagement. C'est ce qui fait que les relations négatives disparaissent aussi vite qu'elles se forment. C'est dû à leur relative absence de normes, de règles préétablies et de cadres de signification communs. Ne vous a-t-on jamais dit ou n'avez-vous jamais dit « je ne te dois rien » ? N'est-ce pas là la traduction de l'absence de devoir mutuel préétabli ? À travers le « je ne te dois rien », on entrevoit l'affirmation d'une autonomie, d'une liberté du sujet, sans bornes, menant à des relations qui sont dépourvues de règles, de normes, avec des résultats imprévisibles dans la sphère privée et intime. Certes, le sexe sans lendemain peut constituer une expérience entièrement agréable, lorsque les deux partenaires éprouvent un sentiment de maîtrise, d'autonomie et de contrôle, mais souvent pour Eva Illouz, il produit une expérience de désorganisation du moi, où règne une forme d'incertitude pour l'un des deux partenaires. Le capitalisme scopique et l'émergence de l'incertitude ontologique. Les pratiques sexuelles et les interactions sont soumises à l'économie. Le corps sexuel fait partie intégrante du marché de la consommation et de la technologie. Le sujet économico-sexuel constitue en réalité le vrai sujet de la modernité. Il réalise son individualité à travers la satisfaction de ses besoins et de ses désirs. Il a à sa disposition comme un marché de marchandises dans sa sphère privée. Nous avons sûrement tous déjà ressenti cette forme d'incertitude ontologique. Nous nous trouvons dans une forme d'hypersubjectivité basée sur 3 processus: la valorisation, l'évaluation ou encore la dévaluation. On compare, on apprécie, on déprécie, on mesure la valeur de l'objet sexuel. Le corps est la matière sur laquelle s'effectue notre regard. Le sujet se trouvant sur des plateformes visuelles comme les sites de rencontres doit se présenter de façon idéalisée et attractive. Il y aurait effectivement l'art et la manière de se présenter sur Tinder. Il faut alors maximiser ses chances via une photo qui nous place sous le meilleur angle. Le sujet contemporain est sans cesse évalué. L'évaluation, c'est devenu une pratique courante qu'on fait tous plus ou moins sans s'en rendre compte. Sur les réseaux, par exemple. Liker, c'est évaluer. On est simultanément évaluateur et évalué. À la fois consommateur d'images et image pour le regard des autres. Swipe à droite, swipe à gauche, en l'espace de quelques millisecondes, on évalue des centaines de profils. Et c'est en raison de cet impitoyable principe d'évaluation, appartenant aux plateformes comme Tinder, qu'il apparaît censé de mettre toutes ses chances de son côté et de la jouer stratégique. Comment se démarquer à travers des milliers de profils ? L'évaluation visuelle privilégie les profils qui correspondent aux canons de beauté de l'époque. Elle rejette en revanche ceux qui ne correspondraient pas avec ceux-ci et qui en seraient éloignés. Il y aurait les femmes et les hommes jugés attirants et ceux qui ne le seraient pas. Les personnes sont des images et des profils à consommer au premier sens du terme. Les maîtres mots de ces applications sont rapidité et binarité, choix ou non-choix. La dévaluation par la fragmentation, le sexto. Il existe un autre mécanisme de dévaluation visuelle, c'est la fragmentation. On a tendance à dissocier la sexualité de l'identité de la personne. Comme siège de ses valeurs, sentiments. Les hommes et les femmes se focalisent sur les parties érotiques du corps de leur partenaire sexuel. Le sujet serait comme fragmenté par les parties de son corps sexuellement attirantes. Des hanches, un regard, des muscles, des seins, on décompose le sujet en ces parties qu'on trouve attirantes. Qu'est-ce que tu aimes chez cette femme ?
J'aime ses seins. Qu'est-ce que tu aimes chez cet homme? J'aime sa bouche. Le sexto est le résultat de cette fragmentation du corps. Il sépare les organes de la personne, mais aussi empêche une vision holistique. Le corps est dissocié du moi singulier et complexe. Eva Illouz illustre ce phénomène avec le dick pic. Dans ce cas de figure, les hommes expriment leur forte capacité de détachement. Ils se placent eux-mêmes comme objet du désir. Ils invitent les femmes au même genre de détachement en étant demandeurs de ces photos dissociant l'individu de ses parties corporelles. Alors la dévaluation est justifiée par l'absence de singularisation de l'individu. Les organes sexuels sont par définition généraux et universels, et beaucoup moins particuliers que le corps entier d'une personne, dans son entièreté. Les sextos peuvent dès lors se dissocier du moi psychologique et émotionnel. Il y a le corps et le moi, pourtant tous les deux inséparables. Une liberté avec beaucoup de limites. La liberté de mener des relations sexuelles, quand on veut et où on veut, fait-elle de nous des sujets essentiellement libres? Y a-t-il un domaine où la liberté peut s'exprimer pleinement? On pourrait penser que le domaine de la sphère de l'intimité et de la sexualité est bien le lieu d'une liberté toute-puissante. Mais cela ne va pas autant de soi. Elle distingue deux types de liberté. La liberté réflexive d'une part et la liberté négative de l'autre. La première procède de l'affirmation de la volonté du sujet. Ses intérêts et la satisfaction de ses préférences constituent l'étendard de sa liberté. Le sujet contemporain légitime l'ensemble de ses relations selon des principes utilitaires de satisfaction de ses besoins. La liberté négative procède de l'absence d'obligation réciproque dans nos rapports intimes. Et ces deux libertés rendent caduque la possibilité de former un contrat clair, encadrant nos relations sentimentales et sexuelles. Nous entretenons au contraire une multitude de contrats illusoires, implicites, reposant sur une volonté qui est confuse. On se trouve alors dans une instabilité affective et sexuelle par l'absence de cadre contractuel clair et déterminé. Désormais, les émotions et l'attrait sexuel sont le seul fondement légitime des liens sexuels. Les relations sexuelles peuvent être revues de manière unilatérale et à tout moment. Les relations peuvent être résiliées à n'importe quel moment, sans pénalité, même si les dommages sont parfois significatifs et bien présents. Et puisqu'un grand nombre de relations intimes ne peuvent être contractuelles, puisque cela serait contradictoire avec la raison de leur existence, elles sont dès le début gérées dans l'anticipation de leur fin. On adopte des stratégies de calcul et d'évitement des risques. C'est ainsi que la liberté constitue un phénomène normatif, ambigu et confus. Elle renvoie à cette éthique hédoniste de l'authenticité, et surtout au capitalisme scopique, cette forme d'exploitation intensive et omniprésente du corps sexuel, à travers les industries de l'image. Il est indéniable que le capitalisme scopique et les relations négatives entretiennent de nombreuses affinités. La première affinité réside dans l'émergence de marchés humains régis par l'offre et la demande. Sur le marché sexuel, l'homme et la femme s'accouplent en fonction d'un capital sexuel, pour des raisons tant économiques qu'hédonistes ou encore émotionnelles. L'affinité réside de plus dans une situation prenant la forme d'un marché. Les relations sans lendemain constituent un service que chacun propose et accomplit, reproduisant une interaction consumériste et hédoniste, de satisfaction des besoins et des envies. La sexualité, c'est le reflet de la culture consumériste, dans laquelle nous nous trouvons. L'économie et le sexe s'imbriquent mutuellement dans cette forme de capitalisme. Est ainsi apparue une nouvelle structure du sentiment, imprégnée du domaine économique. Nos relations négatives sont dotées de certaines caractéristiques, comme la souplesse, c'est-à-dire la capacité de passer d'un individu à un autre, l'accumulation d'expériences, la résistance aux risques, aux échecs, aux rejets ou encore à la déloyauté. Nous nous constituons tous en tant qu'agents sexuels. On développe à la fois une certaine forme d'autonomie, mais le prix à payer, c'est bien ce sentiment de précarité. Elle concède que la libéralisation sexuelle a permis aux hommes et aux femmes de vivre plus librement, d'affirmer pleinement leur sexualité. Cette liberté a aussi conduit à une plus grande égalité entre les sexes. Les femmes comme les hommes peuvent désormais choisir d'entretenir des relations négatives. Derrière le symbole fort de liberté se cachent des logiques secrètes et inconscientes.
Cet idéal, il a été exploité pour servir les buts et les intérêts du modèle capitaliste, faisant de la liberté bien plus un idéal aux conséquences inquiétantes. Sous les valeurs de liberté, d'émancipation, le capitalisme a en réalité créé de nouvelles formes d'inégalités sociales et de genre, entre d'une part ceux qui sont dotés d'un capital sexuel et ceux qui ne le sont pas, et entre les femmes et les hommes, d'autre part, à travers la sexualisation de l'identité féminine. Ces conséquences se révèlent dans la façon dont nous nous formons et conduisons nos liens sociaux aujourd'hui. Il serait alors possible et souhaitable de reconsidérer la liberté, en y ajoutant des rituels afin de produire une plus grande sécurité dans le champ affectif, sentimental ou encore sexuel. Les rituels permettraient la formation d'attentes émotionnelles communes et partagées au sein de relations ne prétendant pas au couple. Les individus pourraient dès lors éviter le cercle vicieux des questions sans réponse et d'une introspection épuisante. Le défi aujourd'hui est de combattre l'entrée pernicieuse du capitalisme dans nos relations les plus intimes. Ce modèle capitaliste ne doit plus intervenir dans le champ de nos actions, de nos pensées, de nos sentiments ou encore de nos aspirations. Il ne doit plus déterminer notre façon de nous considérer et d'évaluer l'autre. Pas plus qu'il ne doit définir la conduite de nos rapports intimes. Il est crucial de ne pas négliger les atteintes émotionnelles et psychologiques qu'il produit en nous tous. Je finirai par une citation d'Eva Illouz. « Si l'on veut que la liberté ait un sens, il faut être en mesure d'appréhender les forces invisibles qui nous aveuglent et font de nous des sujets au fond toujours soumis.